Les loups. Rien qu'en entendant ce mot, vous ressentez quoi? Admiration, peur, ou peut-être un mélange des deux. Depuis des siècles, ces animaux fascinants occupent une place singulière dans nos récits, nos légendes, et même dans nos cauchemars. Mais aujourd'hui, on va aller bien au-delà des clichés du grand méchant loup. Exactement. Et si on voyait le loup comme un miroir de notre rapport au vivant? Baptiste Morisot, dans son livre Cohabiter avec les loups, nous invite à redéfinir notre place dans le monde, pas en tant que dominateur, mais en tant que cohabitant. Une autre carte du vivant, c'est possible. Mais ça demande de changer notre regard. Et ce n'est pas qu'une question philosophique. Les loups ont un rôle crucial dans nos écosystèmes. Saviez-vous qu'en les réintroduisant dans certains parcs, comme Yellowstone, ils ont transformé tout l'équilibre de la faune et même des paysages? Aujourd'hui, on explore ce lien entre les humains et les loups et on va découvrir ce que ces prédateurs peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Alors, restez avec nous. Dans cet épisode, on plonge dans le monde des loups et de Baptiste Morisot, avec des idées, des histoires, et des solutions pour mieux cohabiter avec le vivant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, posons la question essentielle, pourquoi ce sujet des loups nous interpelle autant aujourd'hui? Il y a clairement quelque chose de fascinant et de conflictuel dans notre rapport à cet animal, non? Oui, et je pense que cela vient de très loin. Les loups sont ancrés dans notre imaginaire collectif, souvent comme des symboles de danger ou de menace. Pense aux contes comme le petit chaperon rouge ou à l'expression « un loup dans la bergerie ». C'est toujours négatif, toujours basé sur la peur. Et pourtant, sur le terrain, c'est souvent une autre réalité. Les loups ne sont pas ces prédateurs sanguinaires qu'on imagine. Ce sont des animaux très sociaux, qui jouent un rôle clé dans les écosystèmes. Mais dès qu'ils réapparaissent dans un territoire, ils deviennent une source de tension, surtout avec les éleveurs. Oui, et c'est là qu'intervient Baptiste Morisot. Il propose de voir le loup autrement, pas comme un ennemi, mais comme un partenaire écologique. Et en fait, c'est tout l'enjeu du livre. Utiliser notre relation avec cet animal pour repenser notre rapport au vivant dans son ensemble. Exact. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il ne parle pas seulement des loups, mais de ce qu'ils disent de nous, les humains. Pourquoi avons-nous ce besoin de dominer, de contrôler la nature, au lieu d'essayer de cohabiter? Et Morisot est clair, pour cohabiter, il faut comprendre. Pas seulement le loup comme espèce, mais aussi le contexte. Comment il vit, comment il interagit avec les autres espèces, et surtout, comment nous, on peut s'adapter. C'est une vraie remise en question. Exactement, et ça ouvre une réflexion énorme sur notre manière de gérer la faune et les écosystèmes. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en commençant par déconstruire les idées reçues sur les loups. Prêt à briser quelques mythes? Alors, parlons des mythes qui entourent le loup. On l'a vu dans les contes, dans les films, et même dans certaines politiques de gestion de la faune, le loup est souvent dépeint comme un prédateur dangereux, incontrôlable. Mais est-ce vraiment justifié? Pas du tout. Et Baptiste Morisot commence justement par cette déconstruction. Le loup n'est pas un monstre, mais un animal avec un comportement bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Il est très intelligent, organisé en meute, et il évite autant que possible les conflits avec l'homme. En fait, un loup préfère fuir plutôt que de s'approcher d'un humain. C'est un animal opportuniste, certes, mais pas une menace directe pour nous. Et c'est là que le livre est brillant. Il nous pousse à regarder le loup non pas avec nos peurs, mais avec une curiosité scientifique et éthique. Et pourtant, ces peurs sont profondément ancrées. Baptiste Morisot en parle bien, depuis le Moyen-Âge, le loup est associé à tout ce qui est sauvage, incontrôlable, et même diabolique. On l'a exclu, traqué, jusqu'à presque l'exterminer dans certaines régions. Et ça a des conséquences. En France, par exemple, il a fallu attendre les années 1990 pour qu'on observe à nouveau des loups sauvages dans les Alpes, après leur réintroduction naturelle depuis l'Italie. Et leur retour a tout de suite réveillé ces vieilles peurs, mais aussi de nouvelles tensions, notamment avec les éleveurs. Mais il y a aussi des solutions. Morisot donne des exemples concrets de régions où les humains ont appris à cohabiter avec les loups. Par exemple, l'utilisation de chiens de protection, comme les patous, ou des clôtures renforcées. Ce sont des approches simples, mais efficaces. Et c'est là que le livre va encore plus loin, il ne s'agit pas seulement de gérer les loups. Il s'agit de changer notre regard. On peut arrêter de les voir comme des ennemis et commencer à les considérer comme des partenaires, des alliés pour restaurer nos écosystèmes. Absolument. Et ça m'amène à une question, si on change notre regard sur le loup, est-ce qu'on peut changer notre regard sur tout le vivant? Parce que finalement, c'est ça, le message de Morisot,
le loup est un point de départ pour repenser notre place dans la nature. Et pour vraiment comprendre ça, il faut parler du rôle écologique des loups. Pourquoi ils sont essentiels et comment leur présence transforme littéralement les écosystèmes. Maintenant qu'on a déconstruit les mythes, passons au rôle concret des loups dans les écosystèmes. Pourquoi dit-on qu'ils sont une espèce clé? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour le reste du vivant? Une espèce clé, c'est une espèce qui a un impact disproportionné sur son environnement par rapport à son nombre. Les loups, par exemple, influencent directement la dynamique des herbivores comme les cerfs ou les sangliers, ce qui, à son tour, transforme les paysages. Et ça a été prouvé de façon spectaculaire à Yellowstone, aux États-Unis. Lorsque les loups ont été réintroduits en 1995, après plus de 70 ans d'absence, ils ont littéralement changé tout l'écosystème du parc. Oui, c'est fascinant. Les cerfs, qui avaient pris l'habitude de surpâturer certaines zones, ont commencé à éviter des endroits où ils risquaient d'être chassés. Résultat, les arbres et les buissons ont repoussé, ce qui a ramené d'autres espèces, comme les oiseaux et les castors. Exactement. Et ce qu'on appelle la cascade trophique ne s'arrête pas là. Avec le retour des castors, les rivières ont changé de dynamique, plus de barrages, donc plus d'étangs, et au final, une biodiversité bien plus riche. Ça montre bien que les loups ne sont pas juste des prédateurs. Ce sont des régulateurs naturels. Leur présence crée de l'équilibre et redonne vie à des zones qui s'étaient appauvries. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours simple. En Europe, par exemple, où les paysages sont beaucoup plus fragmentés et les activités humaines omniprésentes, la présence des loups soulève des défis pratiques. Oui, et c'est là qu'il faut être pragmatique. Baptiste Morisot insiste sur l'idée de cohabitation réfléchie. Il ne s'agit pas de laisser les loups faire ce qu'ils veulent, mais de trouver des solutions qui respectent à la fois les humains et les écosystèmes. Et ça implique aussi d'accepter une part de sauvage dans nos vies. Les loups, comme d'autres espèces, nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout. Peut-être que cette leçon d'humilité est ce qui manque à notre société aujourd'hui. Tout à fait. Et en parlant de sauvage, Baptiste Morisot propose une idée fascinante dans son livre, Penser notre relation avec les loups comme une diplomatie interespèces. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, cette idée de diplomatie interespèces que Baptiste Morisot développe, c'est à la fois intriguant et audacieux. Jacqueline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il entend par là? Bien sûr. Morisot propose qu'on approche nos relations avec les autres espèces comme on le ferait avec un peuple étranger. Ça veut dire qu'on doit écouter, observer et comprendre leur comportement pour trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas une gestion autoritaire, mais une relation d'égal à égal, basée sur la réciprocité. Et c'est tout un changement de paradigme. Parce que jusqu'ici, la gestion de la faune repose souvent sur deux approches, soit l'éradication pure et simple, soit la protection stricte. Morisot propose une troisième voie, apprendre à coexister avec les loups en comprenant leurs besoins et leurs comportements. Un exemple concret qu'il cite, c'est l'utilisation de dispositifs comme des enclos renforcés ou des chiens de protection. Mais il va plus loin, non? Oui, il parle d'une vraie intelligence relationnelle. Par exemple, il explique qu'un loup n'attaque pas un troupeau pour nuire. C'est une opportunité alimentaire. Donc, si on enlève cette opportunité en sécurisant les animaux domestiques, on réduit les conflits sans avoir besoin de tuer les loups. Et il donne aussi des exemples inspirants, comme certains éleveurs qui ont décidé de collaborer avec des écologues pour comprendre le comportement des loups. Ils ont appris à lire les signes de leur présence et à adapter leurs pratiques en conséquence. Ça, c'est de la diplomatie interespèces. Mais ça demande une vraie ouverture d'esprit. On sort d'une logique d'affrontement pour aller vers une logique d'apprentissage mutuel. Et ça implique aussi de reconnaître qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, non? Absolument. C'est aussi une leçon d'humilité. Les loups nous rappellent qu'on partage cet espace avec d'autres formes de vie qui ont leur propre intelligence, leur propre manière de voir le monde. Et en retour, ça nous invite à repenser notre place dans le vivant. On n'est pas les maîtres absolus de la nature, mais une espèce parmi d'autres qui doit apprendre à composer avec les écosystèmes plutôt que de les dominer. Et ça soulève une question fascinante, est-ce que ce changement de regard pourrait aussi s'appliquer à d'autres espèces ou même à d'autres aspects de nos vies? Parce que cette idée de diplomatie dépasse largement les loups. On poursuit cette réflexion. Ce qui est fascinant avec le loup, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un animal. Dans le livre de Morisot, il devient un miroir. Un miroir de nos peurs, de nos contradictions, et même de notre rapport à la société. Jacqueline, tu veux nous en dire plus? Oui, c'est l'une des parties les plus puissantes du livre. Le loup représente tout ce que notre société moderne a essayé de domestiquer ou de contrôler. On a peur de lui, parce qu'il symbolise l'inconnu,
le sauvage, ce qui échappe à notre maîtrise. Et cette peur, elle se reflète dans la manière dont on traite la nature en général. On cherche à tout dominer, à tout gérer, comme si on ne pouvait tolérer aucune forme d'imprévisibilité dans nos écosystèmes. Le loup, par sa simple présence, remet en question cette illusion de contrôle. Et ça, c'est un point central dans le livre. En refusant d'accepter le loup, on refuse d'accepter une partie du vivant qui ne nous obéit pas. C'est presque philosophique, non? Exactement. Morisot parle de cette peur comme d'une projection de nos propres fragilités. Il nous invite à voir le loup non pas comme un ennemi, mais comme un rappel de notre interdépendance avec le reste du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette interdépendance peut être bénéfique si on sait l'accepter. Prenez l'exemple de Yellowstone dont on parlait tout à l'heure. Le loup, en régulant les herbivores, a indirectement permis de restaurer des forêts et des zones humides. C'est une preuve que le sauvage peut être un allié, pas une menace. Mais pour ça, il faut changer notre regard. Et c'est là que la philosophie de Morisot prend tout son sens. Il dit que cohabiter avec les loups, c'est aussi réapprendre à cohabiter avec ce qui nous dépasse, avec ce qui est différent de nous. Et ça va encore plus loin. Si on arrive à accepter le loup, peut-être qu'on peut aussi apprendre à accepter les autres formes de vie, voire les autres cultures, ou même nos propres parts d'ombre. C'est vrai, et ça rejoint ce que la permaculture enseigne, observer, comprendre et s'adapter au lieu d'imposer. Le loup, c'est une invitation à repenser nos priorités, nos peurs et notre manière de vivre sur cette planète. Alors justement, comment traduire cette réflexion en actions concrètes, notamment dans nos relations avec les autres espèces et les humains? On arrive à une question clé, comment gérer les tensions qui surgissent autour de la présence des loups? Parce qu'entre les éleveurs, les défenseurs de la nature et les politiques publiques, les avis sont souvent diamétralement opposés. Oui, et c'est là où on entre dans un vrai défi de coexistence. Pour les éleveurs, par exemple, la réapparition des loups signifie souvent des pertes de bétail, malgré les mesures de protection. Et ça peut devenir une question de survie économique. Et c'est compréhensible. Morisot ne nie pas ces difficultés. Il insiste même sur l'importance d'écouter les préoccupations des éleveurs, parce que ce sont eux qui vivent directement avec cette réalité. Mais il propose aussi de repenser la gestion des conflits. Par exemple, Il cite plusieurs dispositifs concrets. D'abord, l'installation de chiens de protection, comme les patous, qui dissuadent les loups de s'approcher des troupeaux. Ensuite, il y a les enclos renforcés et la surveillance active des pâturages. Mais ça ne suffit pas toujours. Non, parce que derrière tout ça, il y a une question plus profonde, comment intégrer les loups dans des territoires où les activités humaines sont si présentes? C'est là que les politiques publiques ont un rôle crucial. et justement, elles sont souvent critiquées. D'un côté, les associations de défense de la faune veulent une protection stricte des loups. De l'autre, certains éleveurs demandent des abattages préventifs pour limiter les dégâts. Et c'est là que Baptiste Morisot propose un autre regard. Il dit que les solutions ne viendront pas d'un camp contre l'autre, mais d'un effort collectif pour cohabiter. Ça veut dire plus de dialogue, mais aussi plus d'accompagnement pour les éleveurs, par exemple avec des compensations financières rapides et justes. Et il y a aussi des exemples inspirants. Par exemple, dans certaines régions, des programmes de suivi des loups permettent de mieux comprendre leurs déplacements. Ça aide à anticiper les conflits et à protéger les troupeaux de manière ciblée. Au fond, ce que Morisot propose, c'est une gestion basée sur l'intelligence collective, où chacun a un rôle à jouer. Et ça rejoint son idée de diplomatie interespèce, écouter, dialoguer, et chercher des compromis au lieu de s'opposer systématiquement. Mais c'est un processus long. Il faut du temps pour que les mentalités changent, pour que la peur laisse place à la compréhension, et pour que les solutions pratiques soient adoptées à grande échelle. Et ça nous ramène à la philosophie de Morisot, cohabiter avec les loups, c'est aussi apprendre à gérer nos propres tensions, nos peurs, et nos conflits. Ça demande une transformation intérieure autant qu'extérieure. Exact. Et dans la prochaine partie, on va justement parler de cette philosophie plus en détail, comment Morisot, avec son regard poétique et humaniste, nous invite à redessiner notre place dans le vivant. On en a parlé tout au long de cet épisode, mais il est temps de s'arrêter sur la philosophie de Baptiste Morisot. Son livre n'est pas qu'un plaidoyer écologique, c'est une véritable invitation à changer de regard sur le vivant. Jacqueline, comment tu décrirais son approche? Pour moi, c'est une philosophie profondément poétique et humaniste. Morisot nous invite à ressentir la nature, à renouer avec ce que nous avons perdu dans notre relation au vivant. Ce n'est pas seulement un appel à agir, c'est un appel à ressentir et à s'émerveiller. Et ça se voit dans sa manière d'écrire. Il parle des loups comme des êtres intelligents, capables d'apprentissage et d'adaptation. Il va au-delà de l'idée d'espèces clés ou de prédateurs.
Pour lui, le loup devient presque un symbole d'un monde plus vaste, plus complexe que ce qu'on perçoit au premier regard. Et il y a aussi cette idée de redessiner ce qu'il appelle la carte du vivant. Il critique notre vision trop centrée sur l'humain, où tout ce qui n'est pas nous est soit une ressource, soit une menace. Morisot propose une carte où chaque espèce a sa place et sa valeur propre. Oui, et c'est là qu'il introduit une notion clé, l'éthique relationnelle. Il ne s'agit pas de simplement protéger les loups ou les animaux sauvages. Il s'agit de construire une relation avec eux, basée sur l'écoute, l'adaptation, et même une forme de respect mutuel. Et cette éthique relationnelle peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Par exemple, en permaculture, on parle souvent d'observer avant d'agir, de comprendre les interactions naturelles avant de tenter d'y intervenir. Morisot, lui, applique ça au domaine des relations entre espèces. Ce qui est intéressant aussi, c'est son appel à la poésie. Il dit qu'on ne peut pas changer notre rapport à la nature uniquement avec des données scientifiques ou des politiques. Il faut retrouver cette capacité à s'émerveiller, à se sentir connecté au vivant. Et il a raison. Quand on ressent cette connexion, on agit différemment. On ne voit plus un loup ou un arbre comme une chose. On les voit comme des partenaires, comme des éléments vivants avec lesquels on partage le monde. Et ça nous pousse à une vraie remise en question personnelle. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette philosophie dans nos vies? Pas juste en lisant un livre ou en regardant un documentaire, mais en changeant notre manière de vivre au quotidien. Exactement. Et c'est ce qu'on va aborder dans notre conclusion. Comment faire le premier pas vers cette cohabitation avec le vivant, et pourquoi ce message de Morisot est essentiel aujourd'hui? Alors, après tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, il reste une question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on peut, chacun à notre niveau, commencer à repenser notre place dans le vivant? Je pense que le premier pas, c'est d'observer. Observer la nature autour de nous, avec attention, sans chercher à contrôler ou à juger. C'est ce que Baptiste Morisot propose, développer une curiosité active pour les formes de vie qui nous entourent, que ce soit les loups ou d'autres espèces. Et ça peut passer par des actions concrètes. Par exemple, soutenir des initiatives locales de protection de la biodiversité ou des projets qui favorisent la coexistence entre humains et faune sauvage. Ce n'est pas juste une question d'écologie, c'est une question d'équilibre. Et je crois que c'est aussi une invitation à changer notre état d'esprit. Arrêter de voir la nature comme une ressource ou un décor, et commencer à la voir comme un système vivant dont on fait partie. Ça demande un vrai changement de regard. Et aussi un changement d'imaginaire. Morisot parle beaucoup de l'importance des récits. Si on continue à véhiculer des histoires où le loup est le grand méchant, on perpétue une vision du monde basée sur la peur et la domination. Il faut créer de nouveaux récits, qui valorisent la cohabitation et le respect du vivant. Et ces récits peuvent s'appuyer sur des exemples inspirants. On en a évoqué quelques-uns aujourd'hui, comme Yellowstone ou les initiatives de certains éleveurs. Ce sont des preuves que la coexistence est possible, mais elle demande du temps, de l'effort et une volonté collective. Alors, si on devait résumer le message de Baptiste Morisot, ce serait quoi? Pour moi, c'est l'idée que cohabiter avec le vivant, c'est aussi cohabiter avec ce qui nous dépasse, ce qu'on ne comprend pas toujours. Et que dans cette cohabitation, on peut trouver une forme d'harmonie. Oui, et c'est un message tellement nécessaire aujourd'hui, dans un monde où on a trop souvent tendance à tout vouloir maîtriser. Peut-être que c'est le moment de redonner une place au sauvage dans nos vies, et d'accepter de ne pas tout contrôler. Et c'est là que la permaculture rejoint cette réflexion. Observer, comprendre et travailler avec la nature plutôt que contre elle. Le loup, au fond, c'est une leçon d'humilité. Il nous rappelle qu'on n'est pas seul et que tout ce qu'on fait a des répercussions sur le reste du vivant. Et pour vous qui nous écoutez, on espère que cet épisode vous aura donné envie d'explorer cette autre carte du vivant proposée par Baptiste Morisot. Si vous voulez approfondir, le livre Cohabiter avec les loups est disponible dans la description, avec un lien pour le découvrir gratuitement sur Audible. Et surtout, partagez cet épisode si vous avez trouvé ces idées inspirantes. C'est ensemble qu'on peut changer les regards et faire avancer ces réflexions. Merci d'avoir été avec nous. Oui, merci à tous. Et rappelez-vous, observer et comprendre, c'est déjà un premier pas vers une meilleure cohabitation.